Dodge mène une vie ordinaire. Chaque matin, il fait du sport, mais le destin a joué un mauvais tour et il est tombé malade. Sa femme, Val, est convaincue qu'ils s'en sortiront bien. Auparavant, Dodge voulait gagner de l'argent grâce à des investissements pour lesquels il a dépensé non seulement son propre argent, mais aussi une partie de l'argent de son meilleur ami, Luger. Ce dernier sait que Dodge est malade et c'est pourquoi il ne demande pas le remboursement de ses 50 000 $. Il attendra le moment où Dodge ira mieux. Quelques jours plus tard, la douleur est devenue insupportable. Le médecin annonce qu'une tumeur maligne se développe dans sa tête et en raison de son emplacement, elle ne peut pas être opérée. Val ne désespère pas et espère trouver un bon médecin. Dodge dit que cela ne fonctionnera pas. Il s'est retiré de l'assurance depuis longtemps, ne laissant que sa femme et l'enfant. Elle ne comprend pas pourquoi il a fait cela. La réponse est très simple, ils n'ont pas d'argent. Un infirmier donne la carte de visite d'une entreprise qui, dit-on, aide les personnes ayant des problèmes d'argent. C'est ainsi que Dodge fait la rencontre Monsieur Sellars. En regardant le compte bancaire de Dodge, Sellars constate que Dodge a vraiment besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour voir la naissance de son fils, ou au moins pour gagner du temps. La bonne nouvelle est que Dodge n'est pas le premier à qui l'on donnera de l'argent. Sellars représente un client très riche et influent qui paie très bien pour participer à un jeu unique, la chasse. Dodge sera la proie d'une chasse, très différente du paintball, sport dans sa forme la plus pure, une chasse mortelle. Les chasseurs n'ont pas besoin de vieillards aux genoux douloureux, ils ont besoin de personnes capables de se battre, comme des tigres. Et comme Dodge est en bonne forme physique, il leur conviendra parfaitement. Cela frappe Dodge. Maintenant, il peut partir d'ici, en restant pauvre, ou aider sa famille. Dodge veut aller à la police. Sellars laisse entendre qu'on le considérera comme fou. Il ne pourra en aucun cas prouver ce qu'il a entendu. La chasse durera exactement 24 heures. Pour chaque heure de survie, de l'argent est versé sur le compte bancaire. Si la journée entière passe, Dodge reste en vie. De nombreuses personnes sont venues dans leur entreprise, mais Dodge est le candidat idéal. Pendant la chasse, il peut rencontrer absolument n'importe qui. Les chasseurs peuvent être non seulement des hommes, mais aussi des femmes. Quitter les frontières de la ville est interdit. Aller voir les flics et demander à être enfermé, également une violation. Dire à quelqu'un ce qui se passe, également une violation. Il n'y a que lui et 5 chasseurs qu'ils choisiront eux-mêmes. Après la première heure, il recevra 50 000 $. Chaque heure suivante, la somme augmente encore de 50 000. À la 20e heure, il y aura 1 million et la somme finale s'élèvera à 24,5 millions de $. Il y a encore un détail, pas de flingue. Et ce téléphone doit être avec lui pendant tout le jeu. Chaque heure, il enverra l'emplacement exact. Ils lui donneront le temps de décider s'il est prêt à commencer la chasse. Dodge a tenté d'obtenir un contrat avec son projet, mais on lui a immédiatement fait comprendre que cela ne fonctionnerait pas. Et pour sa femme, il dit que son travail a été accepté et qu'on lui donnera beaucoup d'argent pour sa réalisation. En attendant que Val s'endorme, Dodge appelle et Sellars. Le jeu commencera à 6h46. Ce serait bien s'il mangeait tout de suite, sinon il n'aura pas le temps plus tard. Sellars permet de laisser les comprimer. S'il se sent mal, le jeu ne sera pas bon. Leur entreprise n'est pas si méchante. C'est pourquoi il verse 50 000 $ au cas où il serait tué dans la première heure. Sellars donne un conseil. La foule sera son meilleur ami. Les chasseurs ne veulent pas tuer devant d'autres personnes et il ne faut faire confiance à personne. Il faut devenir le plus paranoïaque possible. Les 5 chasseurs sont déjà parmi eux. Et peut-être même un officier, que les gens ne craignent généralement pas. Il a 3 minutes pour s'enfuir d'ici. Dodge monte dans un bus. Il voit un homme du café le suivre, demandant même de s'asseoir à côté de lui. Remarquant que l'homme commence à ouvrir son sac, Dodge ordonne d'arrêter le bus et s'enfuit. Il n'avait même pas soupçonné qu'ils aient accès à toutes les caméras de surveillance. La carte montre comment le chasseur Carter se rapproche de Dodge. En suivant les conseils, Dodge entre dans un centre commercial. Un homme l'a suivi, le regardant intensément. Comprenant que cela pourrait être un chasseur, Dodge vole un stylo à une femme. Les craintes étaient fondées. Nixon attend que Dodge soit seul et sort une arme cachée. Il se précipite dans la première porte qu'il trouve, entrant dans les toilettes. Nixon pensait qu'on lui donnerait un adversaire digne, et non un lâche qui s'enfuit dans les toilettes. Il a traversé la moitié du monde pour une chasse de moins d'1 heure et aimerait demander un remboursement. Dodge a saisi le moment, repoussant Nixon. Cela l'a même amusé.
Le compte bancaire est crédité de $100 000 supplémentaires. Cela signifie que tous les chasseurs sauront maintenant où il se trouve. Il est immédiatement attrapé par un autre chasseur. Il demande à Dodge de ne pas bouger, sinon d'autres personnes qui ne participent pas à la chasse pourraient être blessées. Nixon trouve sa victime et comprend que Regan pourrait le devancer. Il éteint l'escalateur, donnant à Dodge une chance de s'échapper. Déjà dans la rue, un cycliste renverse Dodge. Nixon était prêt à terminer le jeu, mais un policier les interrompt. D'un simple regard, Carter rappelle la règle, forçant Dodge à dire que tout va bien. Après tout, il ne peut pas tuer devant un policier et Dodge s'échappe. Cette fois, il décide de s'échapper par le métro. Nixon essaie de le tuer en lançant un tournevis, mais la porte se ferme à temps. Regan n'a pas aimé qu'on lui gâche sa chasse, enfreignant ainsi les règles, et pourtant il était en phase active. Cela fait rire Nixon, car Regan était dans un lieu public, ce qui annule la phase active. Par contre, s'il avait été dans un endroit, là où il n'y a personne, il ne l'aurait pas gêné. Le comte qui se réapprovisionne constamment a poussé Val à appeler la police et demander de retrouver son mari. Il aimerait l'aider, mais tant qu'une journée n'est pas passée, il ne peut rien faire. Mais il demandera à d'autres policiers. Pendant ce temps, Dodge est entré dans une église. Le prêtre Carter demande de ne pas partir d'ici. Il ne laissera personne lui faire du mal dans ses murs. Mais lorsque le téléphone a commencé à émettre des signaux, tous les masques tombent et le prêtre montre qu'il participe également à la chasse. Les portes sont déjà verrouillées. Sellars pense que Carter a terminé le jeu. Dodge demande pourquoi il ne l'a pas tué pendant la confession. Carter répond qu'il voulait simplement voir s'il enfreindrait les règles. Et comme Dodge est un joueur honnête, il lui accorde une mort rapide. Le combat commence. Carter n'a pas seulement enlevé le cadenas, mais il a aussi coincé sa main dans la grille. Sans arme, il n'était pas si fort. Dodge le pousse avec un coup de pied derrière la grille et verrouille l'entrée avec un coup de pied. Carter promet de répondre à ses questions s'il s'approche de lui. Dodge lui fait confiance en s'approchant de lui, mais reçoit une blessure à la jambe. Maintenant, il ne pourra plus s'enfuir comme avant. Connell suit le jeu. Il doit enlever les corps. Mais puisque Carter est en vie, ses services ne seront pas nécessaires. Carter demande à ouvrir la grille, mais Connell ne fera pas ça, car cela serait considéré comme une intervention dans le jeu. Sellars informe Dodge que sa blessure ne changera en rien le déroulement du jeu. Aucune pause ne lui sera accordée. Nixon a analysé les points où Dodge est passé. Chaque heure, il parcourt de moins en moins de distance. Il est évident qu'il est blessé. Sellars ne peut pas répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, Nixon est arrivé dans la zone où, selon ses calculs, Dodge se trouvera. Il reste à attendre le signal. Sellars regarde la carte et comprend que Nixon est très proche de Dodge. Cette fois, il a été bien plus intelligent. Dodge vole un article de sport et se cache dans la foule de fans. Tout aurait pu fonctionner si le vendeur n'avait pas commencé à crier au vol. Heureusement, il parvient à sortir dans le parking et à sauter dans le coffre ouvert. C'était une énorme erreur. La famille discute de ses projets de partir en dehors de la ville, ce qui contrevient aux règles. Il commence à frapper dans le coffre, obligeant le couple à s'arrêter et à le laisser sortir. Dodge aimerait bien prendre leur voiture, mais il y a des enfants dans la voiture. À la tombée de la nuit, il arrive à la maison. Avant de rentrer, il voit que la brique sur laquelle il marchait toujours est déjà cassée. Cela lui indique qu'un chasseur est quelque part. Dodge avait raison et la poursuite continue. Le chasseur saute dans la voiture où il tente d'étrangler sa proie. Le fil mince coupe littéralement sa main. Il doit percuter la barrière. Ce chasseur était Carter. Étant psychologue, il savait que Dodge reviendrait chez sa femme et l'attendait simplement. Carter est sûr que Dodge n'aura pas le courage de le tuer, mais le jeu change les gens. Après avoir tué Carter, Dodge arrive à un ferry. Là, il y a un buffet gratuit. Et quelle surprise quand la serveuse s'avère être un chasseur. Kennedy conseille de sauter à l'eau. S'il traverse le pont, cela enfreint les règles. Mais il a une autre idée. S'accrocher au pont et renverser la fille dans l'eau. De nombreuses heures ont passé, les forces commencent à s'épuiser. Il est constamment enclin à s'endormir. Seul le signal d'alerte le pousse à bouger. Heureusement, tout ce temps, Luger a essayé de le trouver, et il a réussi. Nixon les suit de près. Dodge ne veut pas que son ami soit tué. C'est pourquoi il saute de la voiture, atterrissant directement dans le ghetto. Les gangsters l'attrapent. Il demande à être libéré. Sinon, cela se terminera mal. Les gangsters n'aiment pas qu'un blanc entre dans leur quartier. Ils ont examiné son téléphone et trouvé $15 millions.
il ne le croit donc pas. Le gars a essayé les pilules, les appelant aspirine, bien que Stein est sûr qu'il s'agit d'analgésiques puissants. Quelques minutes plus tard, l'homme de l'autobus retrouve Dodge et tire sur les gangsters, ce qui signifie que Dodge avait raison de s'enfuir. C'est sa 5e chasse. Le chef des gangsters a tué le chasseur. Quelques minutes plus tard, Connell entre dans le bâtiment et brûle les empreintes digitales pour que les flics ne puissent pas les retrouver. Dodge arrive à l'hôpital et demande à trouver un dossier sur le médecin qui lui a prescrit les pilules. L'infirmière dit qu'ils n'ont pas ce médecin. Dodge comprend qu'il a été piégé et maintenant son objectif principal est de tuer Sellars. Il avoue que Dodge a été trompé, mais pas complètement. Sans argent, il mourrait comme un homme et maintenant il l'a. S'il va à la police, sa femme sera éliminée. Leur homme est déjà avec elle, et ce n'est pas un chasseur, mais son ami. Ils ont embauché Luger car il était extrêmement en colère que Dodge dépense son argent et progresse dans sa carrière. Il a empoisonné l'eau pour seulement $50. C'est pour cela que Dodge se sentait mal. Des complices attendaient le moment de lui proposer de participer au jeu. Oui, ils l'ont entraîné dans le jeu, pas tout à fait honnêtement, mais la règle est complètement honnête. Encore 1h30 et il a gagné. Dodge appelle sa femme et lui demande de s'éloigner de Luger. Ils se retrouveront là où il lui a fait sa demande. Connell veut tuer Dodge avant que le jeu ne devienne incontrôlable. Sellars est catégoriquement contre. En 2000 ans, ils n'ont jamais terminé un jeu prématurément. Quoique Dodge ait fait de pire, sa femme est kidnappée avec l'ordre de terminer le jeu. Dodge les attire dans une usine. Maintenant, les chasseurs sont devenus le gibier. Reagan perd sa main. Courant dans le couloir, il tombe sur Luger. L'ami jure qu'il ne l'a pas trahi, puis lève son arme, tire en quelques coups, tuant Kennedy. Ils n'ont pas eu le temps de discuter qu'une balle atteint Luger. Ils courent tous deux dehors, où se tenait Connell. Pour survivre, ils nomment l'endroit où la femme de Dodge est retenue. Nixon savait que Dodge se rendrait là et tend une embuscade. Il doit jeter son arme, car selon les règles, ils doivent tous les deux avoir une arme à feu. Nixon sort une arme blanche et attaque Dodge. La victoire était entre ses mains, mais le soleil s'est levé, signifiant que le jeu est terminé. Il l'aide à se relever et part. Sellars félicite pour la victoire. Maintenant, il peut profiter de sa vie, bien qu'elle soit moins excitante que ce jour. La saison se termine par une scène où Sellars reçoit le dossier de la prochaine victime.